voyez, c'est là, c'est que du gaz. Les grands consommateurs de gaz de la région, c'est nous, l'Europe. Pour le moment, ils sont obligés d'exporter avec des bateaux, des métalliers qui font tout le tour de la péninsule arabique, ça prend du temps, ça coûte cher. Ils ont le projet de construire un grand gazoduc qui traverse la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite, le Jordanie, qui traverse la Syrie. À l'époque, Bachar el-Assad passe ses vacances à Doha, au Qatar, pour rejoindre les grands gazoducs turcs qui exportent déjà le gaz de la mer Caspienne vers l'Europe. Très joli projet, sauf que Bachar el-Assad a refusé ce projet le 24 juillet 2011 parce qu'il préfère le projet iranien. En fait, le gaz iranien et le gaz qatari viennent du même endroit, offshore, dans le Golfe Persique, à mi-chemin entre les deux. Et le 24 juillet, donc, le projet qatari est refusé. Le 27 juillet, 3 jours plus tard, ce n'est pas une coïncidence, est fondée l'ASL, l'Armée syrienne libre, les pseudo-rebelles démocratiques et tolérants, qui sont en fait entièrement financés par le Qatar. D'accord? Il faut se débarrasser de Bachar el-Assad parce qu'il a refusé ce projet et ça fait perdre de l'argent à beaucoup de gens, y compris à l'Arabie Saoudite et la Turquie d'ailleurs, puisque, vous le savez, un gazoduc ou un égoduc, c'est comme une autoroute, c'est un péage. On gagne de l'argent tout simplement parce que ça traverse notre territoire. La Turquie, elle est en plein délire néo-ottoman. Elle veut prendre le nord de la Syrie et le nord de l'Irak et en même temps régler la question kurde. Donc elle va participer à ça. C'est par la Turquie que vont rentrer tous les nationaux étrangers et par la Turquie que va être exporté le pétrole de l'État islamique. Donc tous ces pays-là ont des bonnes raisons pour le faire. Je ne dis pas que c'est bien, mais ils ont des bonnes raisons. Pourquoi est-ce que l'Occident a participé à ça? D'abord, les Américains. On peut imaginer qu'il y a un plan israélo-américain. C'est un peu un pléonasme, parce que la politique américaine dans la région, c'est forcément la politique israélienne. Souvent. Cette carte ne leur plaît pas. Ils veulent fragmenter ces pays qui sont capables de résister. L'Irak, on a quand même mis pratiquement 25 ans à le détruire. Alors ça, on a plutôt réussi. De fait, ça n'existe plus. C'est en 3 compartiments. Le Kurdistan, kurde, le reste arabe, mais le nord sunnite, le sud chiite. Et on peut faire la même chose partout. Il y a des cartes de think tank américains qui datent de 2004 où on voit le nouveau Moyen-Orient, et on voit notamment une grande zone qui s'appelle le Sunnistan, c'est le pays des sunnites, et qui recoupe la moitié de la Syrie et le tiers de l'Irak. Vous avez déjà entendu ça tout à l'heure? C'est le tracé exact de l'État islamique. Le problème, c'est que cette carte, elle est parue 10 ans avant l'apparition de l'État islamique. Vous voyez, là, à un moment donné, vous prenez peur, vous dites, le lieutenant-colonel qui a dessiné cette carte, il avait pris des substances illicites, ou alors vous dites que finalement, c'était un projet qui a été mis à exécution, et qui a très bien fonctionné. On a fait semblant de les bombarder, ces gens-là, pendant des années. Rappelez-vous quand ils ont pris Palmyre, 300 km en plein jour, le ciel est couvert de satellites et de drones américains, et on les laisse faire. On se demande de qui? Les Français, pourquoi est-ce qu'on a participé à ça? Eh bien, on peut imaginer qu'on est dans une double vassalité vis-à-vis des Américains et vis-à-vis de la péninsule arabique. Les Américains nous ont dit d'y aller, donc on y va. Rappelez-vous qu'en 2003, on avait refusé d'y aller, on a simplement dû en payer le prix. Là, on y va. Et la péninsule arabique, pourquoi est-ce qu'on a envie d'être leurs meilleurs amis? Simplement parce qu'on est en faillite, qu'on a besoin de cash, qu'on a besoin de leur vendre des armes, qu'on a besoin qu'ils rachètent notre dette et qu'on a besoin qu'ils investissent chez nous. Pourquoi pas tout ça? Simplement, est-ce qu'on était obligé d'en faire autant pour être leurs amis? Je ne sais pas. En tout cas, nous avons participé à ça. La France a toujours pris, évidemment, la précaution de dire que nous n'avions soutenu que les rebelles modérés. Le problème, c'est que ça n'existe pas, les rebelles modérés là-bas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va reprocher aux Russes lorsqu'ils vont intervenir. C'est pas très bien, bien sûr, les Russes vont bombarder également les rebelles modérés. Et les Russes vont répondre, c'est vrai, vous avez raison, on ne nie pas, on bombarde également les rebelles modérés, mais rassurez-vous, sur les rebelles modérés, on n'envoie que des bombes modérées. En fait, ce sont les Russes qui vont totalement inverser la situation. Alors, quand même, l'État syrien, belle résilience, ils ont tenu. Normalement, ils étaient programmés pour disparaître. Ensuite, quand même un peu l'aide des Iraniens et des Hezbollah, donc les milices iraniennes, entre autres. Enfin, les Hezbollah, c'est pas une milice iranienne, mais c'est une milice chiite soutenue par l'Iran. Il y avait aussi des milices iraniennes sur le terrain. Et enfin, l'intervention russe qui change tout. Je termine en disant qu'est-ce qui peut se passer après? Eh bien, j'en sais rien. En tout cas, sur la Syrie et l'Irak, on est plutôt aujourd'hui dans des bonnes nouvelles. En Syrie, la guerre est quasiment terminée. Toute la partie utile de la population de la Syrie, où la population habite à l'ouest, n'est plus sous les bombes. C'est quand même une bonne nouvelle quand on vit sous les bombes pendant plusieurs années.
Reste la question du nord-est de la Syrie, où les Américains continuent à soutenir les Kurdes parce que c'est là qu'il y a du pétrole. Mais je pense que c'est une coïncidence totalement fortuite. Mais ils les abandonneront, comme les autres, le jour où ils n'en auront plus besoin. Probable que les Syriens récupèrent quand même le contrôle total du territoire. En Irak, on était à 2 doigts de recommencer une guerre entre Irakiens et Kurdes. Vous savez qu'ils ont fait un référendum d'autonomie comme les Catalans. Bon, c'est mal terminé en fait. Puisque les Irakiens, pas pays contents, ont fermé l'aéroport international, sont arrivés avec leurs tanks, ont récupéré Kirkouk, qui est à la frontière entre les deux, mais que les Kurdes avaient pris, et qui assurait en fait la moitié des ressources financières du Kurdistan. Bon, bah donc ils n'ont plus. Et du coup, ce conflit a disparu. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que les chrétiens auraient encore été la victime collatérale de ce conflit, puisqu'on est à mi-chemin, plutôt côté kurde, mais on est en train de revenir en Irak. C'est ça qui est une très très bonne nouvelle. Il reste 18 000 familles chrétiennes sur les 25 000 réfugiés au départ au Kurdistan. Les autres sont partis. Enfin, il en reste les 3 quarts quand même. Sur ces 18 000, il y en a déjà plus de 6 000 qui sont rentrés chez elles dans la plaine de Ninive. Ça veut dire un tiers. C'est une très très bonne nouvelle. Et en plus, c'est un effet dynamique, ce qui fait que les gens continuent à revenir de plus en plus. Le truc, c'est qu'il faut reconstruire la maison. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que les gens se disent que l'islamique c'est terminé, donc on n'a plus besoin d'aider les chrétiens d'Orient. Mais c'est faux. Bien sûr qu'il fallait les aider depuis 3 ans, parce qu'ils avaient tout perdu. Mais aujourd'hui, il faut encore les aider davantage, parce que c'est une course de vitesse. Si on arrive à reconstruire suffisamment vite leur maison, la probabilité pour qu'ils restent tous, ou l'immense majorité de ceux qui restent, est très importante. Alors que sinon, ils continueront à être totalement déprimés et à partir. Mais on est donc plutôt sur une bonne dynamique dans ces 2 pays, et on ne peut que s'en réjouir. Je termine en disant les conséquences pour nous de tout ça. Forcément, on va le payer d'avoir soutenu ces gens, des modérés, soi-disant. J'ai eu quelques attentats. Il y a eu l'immigration. L'immigration, on nous a fait croire que c'était obligatoire de les accueillir chez nous parce que sinon ils allaient mourir sous des bombes en Syrie, ce qui est un peu faux, vu que de fait il y avait des bombes en Syrie, mais il suffisait de se déplacer à l'intérieur de la Syrie. Il y avait 9 millions de déplacés dans des zones où il n'y avait pas de bombardement. La moitié des migrants n'étaient pas syriens en plus, donc ils risquaient pas de mourir sous des bombes en Syrie, vu qu'ils n'étaient pas syriens. Et la plupart en fait étaient réfugiés en Turquie déjà. Certains depuis 4 ans. Pourquoi est-ce que d'un seul coup on a eu besoin de les faire venir ? En fait, il y a eu un accord entre l'Allemagne et la Turquie, essentiellement parce qu'on fait, on est en suicide démographique avancé, on a besoin de main-d'œuvre, tout simplement. Donc, Sainte Angela Merkel a beau eu apparaître en disant « Venez tous vous blottir contre ma poitrine généreuse ». En fait, ce n'était pas par charité, c'était pour des raisons bassement économiques. Et même si on pourrait approfondir la question, est-ce qu'il n'y a pas derrière une stratégie du chaos? Est-ce qu'on cherche absolument à faire venir des millions de jeunes hommes musulmans en Europe? Parce qu'a priori, ça va quand même avoir un impact sociologique certain. Mais visiblement, on ne l'a pas vu à ce moment-là, ou on n'a pas voulu le voir. L'immigration, l'autre impact, conséquence de tout ça, ça a été une accélération de la radicalisation de l'islam. Évidemment, tous les musulmans ne sont pas l'État islamique, mais on ne peut pas dire à contrario que l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam, et que ce soit l'État islamique ou le Front al-Nusra ou tous les groupes affiliés, de fait, il y a eu une accélération de la radicalisation de l'islam, et ça, on va aussi le payer chez nous, avec la montée en puissance des salafistes et des mosquées les plus radicales qui attirent de plus en plus de gens. Ce qui est quand même un petit peu inquiétant. Je finis par une bonne nouvelle, outre le fait que la situation va quand même mieux en Irak et en Syrie, c'est que malgré tout, tout cela a peut-être suscité un réveil chez nous. D'abord, vous êtes là, ça veut dire que ça vous intéresse, cette question. Il y a eu une très forte mobilisation financière. Il n'y a pas eu que l'aider, on l'a cité, il y a eu les SOS Chrétien-Orient, Orient, les œuvres qui vraiment étaient actives au Moyen-Orient ont vu leur don vraiment augmenter substantiellement, et heureusement, encore une fois, parce qu'on a pu aider. Mais au-delà de ce réveil, de ce sursaut financier, il y a eu, je pense, une vraie prise de conscience sur le témoignage de ces chrétiens d'Orient, leur fidélité au Christ. Et nous, on a souvent tendance à dire que le témoignage des martyrs aujourd'hui, bien sûr, il faut leur venir en aide, mais on a beaucoup plus à recevoir d'eux que ce qu'on peut leur apporter. Pourquoi? Parce que nous, on est dans un coma spirituel profond, et que le meilleur antidote à ce coma spirituel, c'est justement le témoignage des martyrs. Et donc, en collectant et en rapportant ces témoignages des chrétiens d'Orient, et puis des
les autres régions du monde où les chrétiens sont persécutés, en fait, quelque part, ça nous rend service, ça nous réveille, et je crois qu'on peut déjà le constater en France. Et donc, s'il fallait ne retenir qu'une seule bonne nouvelle de tout ça, c'est celle-là. Merci beaucoup.